synthèse, on pourrait dire que, comme a insisté Bernardo, la communication non verbale est extrêmement importante lorsqu'on veut être attentif à une communication stratégique. 93% d'un message est en dehors du propos explicité par la parole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est, par exemple, la voix, c'est, par exemple, le rythme de la voix, c'est aussi la tonicité dans la voix, et puis, évidemment, c'est aussi tout le langage verbal qui vient soutenir le discours ou pas, et tout cela mérite ça mérite qu'on y prête bien attention pour pouvoir mesurer les effets de ce qu'on peut dire et en fonction des effets observés, modifier sa manière de communiquer. Donc en fait, l'attitude relationnelle doit être en elle-même très stratégique. Donc il y a ce que l'on veut dire, il y a le résultat que l'on souhaite atteindre et pour y parvenir, pour provoquer du changement, pour pouvoir influencer, pour faire sentir à une personne son propos et son souhait, il n'est pas suffisant d'avoir la stratégie pour y parvenir. Parce que si on a une stratégie, mais qu'on ne sait pas guider une personne pour aller dans la voie du changement, il est vraisemblable que de toute façon, elle y résistera. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut communiquer, comment est-ce qu'on peut créer une relation qui va permettre à cette personne d'oser aller dans la voie du changement, et surtout quand on est par exemple thérapeute ou quand on est coach ou quand on est au service aussi d'une direction. L'idée c'est bien sûr qu'elles veulent le changement, mais comme Alain Cardon l'a dit, c'est souvent les personnes par exemple les plus conservatrices qui vont du coup être d'une certaine façon les plus résistantes pour s'engager et soutenir la volonté du changement pourtant qui est prônée. Donc pour cela, il s'agit d'une manière générale de pouvoir être dans une empathie en fait par rapport à son interlocuteur, mais il convient que cette empathie soit stratégique. Et pour cela, il est important de pouvoir prendre une position complémentaire par rapport à son interlocuteur. Et pour vous donner un exemple typique, si on prend une personne, vous voyez, qui se comporte en victime, une personne qui se comporte en victime, elle est en général dans une plainte permanente. Et si avec cette personne-là, comme Olivier l'a dit, on la pousse dans le fait, par exemple, de voir les choses plus positivement, elle va au contraire disqualifier et s'enferrer encore plus dans la plainte. Donc l'idée d'une empathie stratégique, ce serait évidemment de pouvoir tenir compte de ce que la personne nous dit, mais avec un langage qui s'avérerait être très directif. Parce que si avec une personne qui se plaint, on lui renvoie d'une certaine manière que on comprend pourquoi elle se plaint, alors on est soi-même dans une position où on va partager le fait que la personne se plaigne, et le risque ce serait de se retrouver aussi déprimé qu'elle et de constater ensemble que oh là là c'est terrible, effectivement on est dans la compassion et finalement nous voici deux déprimés face à la situation. Dans ce genre de situation, ce qui va être important, c'est à la fois de pouvoir entendre la plainte de la personne, mais aussi de faire sentir à cette personne qu'évidemment, quand elle se plaint, ça la soulage, et quand ça la soulage, et une fois qu'elle est soulagée, eh bien, ça fait pchit, vous voyez, et qu'elle n'y arrive pas. Donc, bien évidemment, le but, c'est qu'elle puisse rentrer dans l'action, qu'elle puisse faire des efforts. Si on lui dit directement de faire ses efforts, au mieux, elle va agréer, mais en fait, elle sera incapable de mettre en place ses efforts. Donc là, un langage directif avec peut-être parfois l'ironie, c'est-à-dire qu'il faut l'ironie. Pourquoi? Pour faire toucher à cette personne
qu'en même temps, voilà, ces renoncements participent en fait à son propre malheur. Et donc là, il est très important, vous voyez, de pouvoir faire une rupture dans l'empathie, c'est-à-dire de pouvoir se mettre dans une relation, vous voyez, qui finalement l'aide à prendre une position différente. Les techniques de communication persuasive, elles sont utiles. Effectivement, Bernardo Paoli a notamment montré la force des aphorismes, puisque c'est une façon, vous voyez, de sensibiliser. Et en fait, il y a beaucoup de techniques de communication persuasive qui peuvent être mobilisées en fonction du profil de la personne et en fonction d'une certaine façon de son profil de résistance qui la caractérise. Alors on peut par exemple évoquer la confusion. La confusion, c'est l'art des politiques. Vous voyez, ils ont l'art par exemple, de développer des idées qui paraissent très rationnelles, mais qui finalement ne donne pas toute la pédagogie, on va dire, pour arriver au résultat. Donc, si on est face à quelqu'un, par exemple, de très rationnel, vous voyez, pouvoir avoir une communication confusante va bloquer l'excès de rationalité qui est contraire à son cheminement. Alors après, on peut citer les illusions d'alternatives. Ça, c'est des modes de communication. Par exemple, là, ce serait est-ce que vous avez envie de poser une question tout de suite ou est-ce que vous pouvez encore attendre 5 minutes à m'écouter? Voilà, ça, c'est vraiment une question typique d'illusion d'alternative qui peut permettre à la personne de, du coup, mieux découvrir ce qui participe à ces difficultés. Il y a tout plein de recadrages que l'on peut faire. Tout à l'heure, nous en avons vu quelques exemples dans le témoignage qui nous a été donné. Et puis, il y a les effets boomerang. Là, c'est plutôt tout ce qui va être relatif. Ça, c'est ce que Olivier a développé et qui concerne quoi faire par rapport aux différentes typologies de résistance au changement. Et puis, il y a évidemment l'utilisation des paradoxes, des anecdotes, des métaphores qui sont très présentes et qui vont être largement déployées par Bernardo dans sa formation sur la communication stratégique.